The governor's doing a very good job. He's having a hard time getting the president on the phone, and of course the vice president, she's out someplace campaigning, looking for money. I plan to be on the ground as soon as possible, but as soon as possible without disrupting any emergency response operation. To everyone who has been impacted by this storm, our nation is with you. Oui, l'ouragan Hélène qui s'immisce dans la politique américaine. Vous entendiez à l'instant Kamala Harris qui offre ses pensées à ceux qui sont touchés par en fait les conséquences de cette tempête-là. 6 États touchés. Un bilan qui est désormais de 128 morts, de 600 personnes qui sont toujours portées disparues. Donald Trump, lui, était physiquement en Géorgie auprès des sinistrés. Finalement, il en a profité pour critiquer l'absence de Joe Biden et de Kamala Harris sur le terrain. Leur manque aussi, a-t-il dit, de réactivité, ce à quoi Joe Biden a répondu ce qui suit. He is lying. Let me get this straight. He's lying. And the governor told him he was lying. The governor told me he was lying. I've spoken to the governor, spent time with him, and he told me he's lying. I don't know why he does this. And the reason I get so angry about it, I don't care about what he says about me, but I care what he communicates to the people that are in need. He implies that we're not doing everything possible. We are. Alors, Joe Biden qui accuse Donald Trump de mentir, c'est donc ce qui va lancer notre 24-60 américain ce soir avec Martine Saint-Victor, stratège en communication, et Piotr Smolar, correspondant à Washington pour le quotidien Le Monde. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Martine, oui, je le disais, 6 États du Sud qui sont touchés, particulièrement la Caroline du Nord, la Géorgie, où était M. Trump. On parle donc d'États pivots. Quel effet ça peut avoir sur la campagne actuelle? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que lors d'un rallye, il y a quelques jours, Mme Harris avait quand même adressé la tragédie et puis avait répété, en fait, les mots d'ordre des autorités pour dire aux gens on pense à vous, mais aussi écoutez les autorités, protégez-vous, etc. Il y a toujours un risque de faire une gaffe lors de ces événements-là. C'est-à-dire, on peut penser à George W. Bush, par exemple. On peut penser au directeur de la FEMA à l'époque aussi. Mais c'est une opportunité aussi pour les candidats de montrer comment est-ce qu'ils réagiraient s'ils étaient en poste. Il faut toujours montrer de l'empathie et puis être en mode solution et montrer aussi qu'on est capable de travailler avec les autorités sur le terrain. Donc, c'est une opportunité de rappeler aux gens qu'on peut être ce commander-in-chief, justement. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que il y a beaucoup de sensibilité, justement, lorsqu'il y a ce genre d'événement-là. Oui. Alors, les gens ont des attentes. Il faut être capable de répondre à ces attentes-là, même si Mme Harris doit faire attention puisque M. Biden est encore président. Il est encore là. Mme Harris ne peut pas, par exemple, déclarer un état d'urgence. Et pour M. Trump, c'est vrai que pour lui, c'est une opportunité de critiquer, effectivement, s'il voit qu'il y a des failles. Donc, dans ce cas-là, c'est plus complexe pour Mme Harris parce qu'elle ne peut pas prendre trop de place et puis il y a plus d'opportunités pour M. Trump. Piotr, donc Donald Trump qui s'est présenté le premier, finalement, en Géorgie, est-ce qu'il peut en tirer profit, lui? Il essaye, en tout cas. Je pense qu'il faut distinguer l'efficacité des secours et de l'autre côté, l'exploitation politique dans le cadre d'une campagne présidentielle qui est déjà électrique. Donc sur l'efficacité des secours, on entend l'argument de Kamala Harris et de Joe Biden qui mettent en avant le fait que lorsqu'ils se déplacent, ça mobilise énormément de personnel, notamment pour leur sécurité, et qui donc il serait peu judicieux de se rendre immédiatement sur place. Mais en même temps, ils ont une approche finalement extrêmement conventionnée et classique d'une campagne, et il laisse la place en quelque sorte à Donald Trump qui exploite évidemment ce moment avec opportunisme. Il faut se souvenir quand même que début 2023, Donald Trump avait réussi à se remettre sur pied politiquement à la faveur d'un accident qui n'était pas exactement de même nature, mais qui a aussi beaucoup marqué, qui fut le déraillement d'un train dans l'Ohio, à East Palestine. Donald Trump s'était rendu sur place, avec là aussi beaucoup de réactivité et d'opportunisme, pour montrer qu'il était en quelque sorte en communication, en empathie avec la population locale, face au déraillement d'un train contenant des produits toxiques. Or, Joe Biden, lui, avait beaucoup tardé à prendre la mesure de cet événement à ce moment-là, laissant aussi les autorités locales agir. Et on retrouve un peu ce même schéma. Donc, Joe Biden a été très énervé cet après-midi. Il a compris que Donald Trump s'était précipité sur cette crise pour l'exploiter, et il ne veut pas, avec Kamala Harris, lui laisser trop de marge de manœuvre pour agir.
Donc, il va aller, lui, sur le terrain mercredi. Pour elle, ça viendra, a-t-elle dit. Comme le disait Martine, on ne veut pas non plus nuire à ce qui se fait sur le terrain parce qu'il y a encore beaucoup de personnes, comme je le disais, qui sont disparues. Piotr, vous avez publié un article aujourd'hui dans Le Monde sur ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Joe Biden qui exhorte une fois de plus Israël à cesser ses frappes sur le Liban. Bon, on a entendu que l'incursion est commencée de façon limitée, mais quand même. Joe Biden qui demande encore une fois un cessez-le-feu. Est-ce que, par ricochet, Kamala Harris ne se retrouve pas dans un tourbillon malgré elle en raison de cette crise-là au Moyen-Orient? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a une question de principe auquel Joe Biden s'accroche farouchement depuis le début et depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, qui est les États-Unis doivent se tenir aux côtés de l'État hébreu dans ce moment de crise historique. Et de l'autre côté, il y a l'impact dans le cadre des élections. Et là, je pense que les calculs démocrates sont clairs. C'est-à-dire que oui, ils risquent de perdre un petit pourcentage de soutien au sein de la communauté arabo-musulmane, en particulier dans certains États comme le Michigan, mais que cet impact, au final, sera limité et que l'impact serait bien plus grand si jamais ils se mettaient à tourner le dos à l'État hébreu ou à critiquer l'État hébreu de façon beaucoup plus assumée. En même temps, Martine, à quel point est-ce que la politique étrangère peut avoir un effet sur le vote des Américains? Oui, ça, c'est toujours une question... c'est drôle parce que, c'est pas drôle, mais lors de la guerre du Golfe, par exemple, ça avait été assez déterminant parce que les gens avaient pris position. Même chose justement en 2008, c'est-à-dire que après les attentats du 11 septembre, on avait vu vraiment il y avait eu une division entre ceux qui étaient pour l'intervention et ceux qui étaient contre. Et on a vu qu'il y avait eu un ruissellement dans la campagne des années plus tard. Maintenant, je suis d'accord avec ce que Piotr a dit, c'est-à-dire que il y a, si on veut, ce positionnement face à Netanyahou. Qu'est-ce que ça veut dire pour les élections? Je ne suis pas certaine. C'est vrai que, par exemple, au Michigan, il y a cette population. La communauté. Cette communauté, on le sait, avec certains élus du Parti démocrate, justement, qui se positionnent et qui demandent à Mme Harris et à M. Biden d'en faire plus. Et regardons, par exemple, Mme Jill Stein, qui est cette candidate indépendante qui, elle, est très campée, c'est-à-dire que ça, c'est son positionnement, c'est-à-dire qu'elle pousse Mme Harris et M. Biden à en faire plus. Et on voit aujourd'hui qu'elle a quand même presque 5% d'intention de vote dans certains États. Donc, je pense que c'est plus à ce niveau-là, c'est-à-dire que les candidats indépendants, c'est plus facile pour eux de se positionner et on voit qu'ils grugent justement dans les intentions de vote. C'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut voir la différence. C'est dans la nature aussi de ce conflit, en fait, qui perdure et qui divise autant la population. Monsieur Trump a fait un discours samedi avec un extrait qui a fait réagir. On va l'entendre. Joe Biden became mentally impaired, sad. But lying Kamala Harris, honestly, I believe she was born that way. There's something wrong with Kamala. And I just don't know what it is, but there is definitely something missing. And you know what? Everybody knows it. Oui, un extrait qui a fait réagir, même les républicains, Piotr, plusieurs qui ont voulu s'en distancier, finalement. Oui, il y a beaucoup d'experts, y compris des conseillers de Donald Trump, qui s'interrogent non pas même sur le contenu, évidemment, de ses propos qui sont assez grotesques, mais c'est surtout sur leur intérêt dans le cadre d'une campagne. Évidemment, ça vise à électriser sa base. Il parle devant ses partisans qui sont déjà acquis et qui s'esclaffent au moindre de ses sarcasmes. Mais qu'en est-il de l'électorat à conquérir, qui sera déterminant le 5 novembre, qui est l'électorat des gens modérés, pas forcément passionnés par la politique, ou des indépendants? Lorsque vous caricaturez à ce point votre adversaire, lorsque vous le déshumanisez même, je ne suis pas sûr que vous puissiez attirer ces électeurs hésitants.
Martine? Oui, cet extrait joue vraiment en boucle dans les grands médias depuis samedi soir et je suis surprise qu'on soit encore surpris. Je suis surprise que justement ça tourne en boucle parce que on a déjà vu ce film de Donald Trump. Et puis à un moment, il va falloir arrêter de reprendre justement toutes les sottises qui sortent de sa bouche. Je pense qu'il y a tellement d'enjeux beaucoup plus importants. Piotr a raison, c'est-à-dire que pour les indécis, pour les gens qui ne se sentent pas encore interpellés par la campagne, pour les indépendants, c'est pas ça qui va les attirer. Donc effectivement, c'est au détriment du Parti républicain, mais en même temps aussi pour les médias en général, il faut cesser d'amplifier ce genre de discours de Donald Trump. Ces veilles de débat vice-présidentiel, Donald Trump qui a donné ses impressions aujourd'hui, on va l'écouter. I think JD is going to do great. He's a very smart guy. He's done a great job. People like him a lot. He's against Tampon Tim. I think, who I don't think should have ever been chosen. He's not qualified. Bon, on ne peut pas s'étonner de cette prédiction. Il prend bien sûr pour son colistier. À quoi on peut s'attendre, Piotr, d'après vous, demain soir? Eh bien, on peut s'attendre à un affrontement assez sanglant, même si j'aime pas trop ce mot, qui renvoie plutôt au registre de la guerre. Mais il est évident que J.D. Vance va profiter de ce moment d'exposition nationale pour montrer à quel point il est féroce et discipliné. Féroce parce que vraiment, il a démontré au cours de cette campagne qu'il a multiplié les attaques contre le camp adverse, et notamment contre Walz, mais aussi contre Kamala Harris, et discipliné, parce que contrairement à Donald Trump, qui est parfois erratique lors de ses meetings, qui fait de longues digressions, qui a l'esprit d'escalier, J.D. Vance est capable de focaliser son attention sur un argumentaire et sur des messages. Et donc, il a l'intention de renvoyer son rival pour le poste de vice-président. Il a l'intention de le renvoyer à un profil de gauchiste, à une caricature de progressiste absolument effréné et qui voudrait imposer un agenda woke au pays. Martine, Témoise, on lisait aujourd'hui qu'il disait qu'il est nerveux. Il ne veut pas décevoir Kamala Harris. Il n'est pas un si bon débatteur. Est-ce que c'est une stratégie? Je ne sais pas si c'est une stratégie, mais M. Vance est très disponible pour les médias depuis des semaines. On le voit, on l'entend, même dans des médias qui ne sont pas nécessaires. C'est pas le cas de M. Walz. Ce n'est pas le cas de M. Walz. Et M. Vance fait l'exercice avec des médias qui ne sont pas nécessairement d'allégeance démocrate. Donc, il a été confronté et puis il a été capable de répondre. On n'est pas obligé d'aimer ses réponses, mais il a été capable quand même de se défendre. M. Walz, on le voit et on l'entend pas tellement dans ces médias traditionnels. Donc, M. Walz n'a pas encore si on veut, cette familiarité avec les médias. Donc, ça sera intéressant de voir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que CBS, qui est le réseau qui va diffuser, a dit on ne pourra pas faire les vérifications des faits en temps réel. Donc, on espère que les candidats seront honnêtes dans leurs propos. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc il faudra voir que justement même si la vérification des faits n'est pas faite en temps réel, si quand même les modérateurs seront capables de remettre à l'ordre les colistiers si toutefois c'est nécessaire, comme on l'avait vu lors du débat présidentiel à ABC. Oui, et les micros seront ouverts, semble-t-il, pendant toute la durée du débat. Ça pourrait, ça aussi, changer, bien sûr, les échanges. Demain, 20h, d'ailleurs, une émission spéciale sur nos ondes. En terminant, parce que le temps file, Martine, on va regarder, Piotr aussi, la couverture du New Yorker qui donne son appui donc à Kamala Harris. Un peu plus tôt, c'était aussi le New York Times qui le faisait. Qu'est-ce que ça vient changer? Martine? Écoutez, je crois qu'il n'y a personne qui est tombé de sa chaise en apprenant que le New Yorker appuyait Mme Harris. Ils avaient appuyé Mme Clinton aussi en 2016. Sauf que dans cet appui, ce qui est intéressant, il y a quand même une mise en garde. C'est-à-dire que le magazine a dit
nous avions eu des angles morts lorsque nous avons appuyé Madame Clinton. Aujourd'hui, en appuyant Mme Harris, nous sommes très conscients que d'abord, chez les hommes latinos et les hommes noirs, M. Trump prend de plus en plus de place, et aussi que dans certaines villes, dans certaines zones non industrialisées, l'appui pour M. Trump est très, très profond et réel. Alors, oui, ils appuient Mme Harris, mais ils disent aussi en même temps, c'est pas du tout gagné, il faut rester vigilant. Piotr, en terminant? Oui, moi, ce qui me fascine le plus, c'est vraiment ce qu'on appelle le gender gap, l'écart entre le vote des femmes et le vote des hommes tel qu'il se dessine en ce moment dans les sondages. On voit bien qu'il y a une volonté de faire une sorte de profil un peu iconique au travers de cette une que vous avez montrée pour Kamala Harris, un peu dans la lignée de Barack Obama. Mais aujourd'hui, ce qui frappe, c'est une mobilisation absolument phénoménale des femmes, et qui, on sait, votent plus que les hommes derrière Kamala Harris. Et en revanche, chez les hommes, il y a davantage de doutes, et en particulier chez les hommes noirs et les hommes latinos. Et c'est là-dessus que Kamala Harris doit notamment travailler au cours des semaines à venir. Merci beaucoup à vous deux, Martine, Piotr. À la semaine prochaine. Au revoir.